Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de la dermatologie qui va s'intéresser aux leishmanioses cutanées. Donc, comme introduction à ce cours, la leishmaniose cutanée est une parasitose qui sévit à un état endémique et qui est une affection assez fréquente au niveau du Maroc. D'où l'intérêt d'être capable de la reconnaître et de la prendre en charge correctement. Parce on note que dans certaines durées, dans certaines années, il y a même des états épidémiques où on note beaucoup de cas de leishmaniose cutanée, surtout d'une manière régionale. Certaines régions sont très exposées à la leishmania. Et donc, les objectifs, c'est d'être capable de préciser les arguments épidémiologiques et cliniques pour le diagnostic de la leishmania. Parce qu'on va voir que la leishmaniose cutanée est une affection qui est très polymorphe. Ça veut dire qu'elle donne des aspects cliniques très variables. D'où l'intérêt d'être capable de la reconnaître seulement à partir de la clinique, d'être orienté vers la leishmania. Et donc, sur quel argument peut-on confirmer ce diagnostic? Quel est le traitement de la leishmaniose? Et comment prévenir cette maladie? Donc, la leishmaniose cutanée, elle est capable de donner des lésions chez l'enfant ou chez l'adulte. Chez l'enfant, on note qu'elle donne des lésions surtout dans les régions découvertes, notamment le visage, نفس حاجة chez l'adulte, mais les formes, elles sont soit érythémateuses pures, comme on le regarde ici, ulcéro-croûteuses, ou bien des formes bourgeonnantes. Alors que chez l'adulte, elle donne des formes un peu euh, plus avancées. Donc des formes ulcéronodulaires, des formes végétantes ou ulcéro-végétantes à la fois. C'est pour cela, la leishmania, on va voir, la leishmania, le traitement est très important. Pourquoi? Parce que si on la laisse évoluer, ça peut devenir une cicatrice soit hypertrophiée, soit dégénérée, etc. Donc là, ça donne un problème au niveau de la peau. Et donc la leishmania, c'est pour cela il est très important de la reconnaître d'une manière précoce ou bien de l'éviter carrément pour être capable de réduire les lésions que donne cette pathologie. Donc, comment reconnaître que quelqu'un a probablement la leishmaniose? Il faut savoir que la leishmaniose a une répartition géographique spécifique, notamment une notion de séjour estival, donc en été, en une zone épidémique, endémique. Donc, on va voir des cartes du Maroc où les zones endémiques de la leishmania siègent surtout en fonction bien sûr de type de leishmania. Mais en général, la leishmania majeure, c'est dans l'est, alors que la leishmania tropica, elle est au niveau dans les régions montagneuses, notamment l'Atlas et le Rif. Regardez ici. Ce sont les régions endémiques de la leishmania. Et donc, si le patient il rapporte une notion de séjour à ce niveau-là, soit le sud du Maroc, au centre, nord-est, etc., ou les zones arides ou semi-arides, du haut et du moyen Atlas, donc ça peut être un contexte évocateur de cette pathologie. En plus de ça, donc voici des données épidémiologiques de la leishmaniose. Donc surtout Dra'at Filalt, Marrakech Esfi, Bni Mellal Khnifra, donc ce sont les régions à côté des montagnes et arides. Donc vers l'est, etc. Le sud. Donc ce n'est pas les régions méditerranéennes ou bien les régions euh, côtières. Alors que Casablanca Stats, regardez, c'est seulement 15 cas. Et très probablement, ce sont des patients qui ont voyagé. Ce n'est pas d'origine Casablanca. Donc pourquoi la transmission estivale? Parce que la leishmaniose, c'est une parasitose à transmission vectorielle, dont le vecteur qui transmet ce parasite est le phlébotome. Le phlébotome, c'est un type c'est un autre type de moustique qui vit dans un climat sec, chaud, et où il n'y a pas de courant de vent. Parce que le phlébotome, il est très léger. Ça veut dire que s'il y a un courant, il va être transporté par l'air et donc il ne va pas pouvoir vivre normalement. Donc on note qu'il y a plusieurs types de leishmania dont chacun conditionne le réservoir. Le leishmania tropica a un réservoir humain, donc c'est une transmission anthropogénétique. Alors que le leishmania major, c'est une transmission zoonotique. وحتى الانفانتوم انفانتوم حتى هو zoonotique. المهم mais l'infantome surtout je pense qu'il y a de la leishmania viscérale, la splénomégalie chez l'enfant. Donc voici un petit rappel sur le cycle parasitaire. Donc le leishmania,
il est porté par le phlébotum. Et donc, au niveau du phlébotum, il subit sa maturation pour devenir des amastygotes. La forme, désolé. Au niveau de l'intestin, le phlébotum, il subit sa première maturation pour devenir la forme promastygote. Alors qu'après avoir piqué l'enfant et transmis le parasite, il va vivre à l'intérieur des macrophages sous la forme amastygote. Et le cycle continue. Un autre phlébotome va piquer un enfant infecté et va le transmettre chez un autre. Donc voici le cycle parasitaire. Donc nous, l'objectif, c'est d'essayer de rompre ce cycle parasitaire pour ne pas permettre la transmission et, euh, et voilà, une épidémie de leishmania. Donc comme on a dit, en fonction du type de leishmania, le réservoir, il varie. Donc voilà, le major, c'est le Merions shawi, donc c'est un animal, donc c'est une zoonose, anthropozoonose. Tropica, le réservoir, c'est principalement l'homme, et l'infantome, le réservoir, c'est le chien. Avec les vecteurs, c'est encore une fois les phlébotomes, différents types de phlébotomes. Donc il faut savoir que les phlébotomes ont certaines caractéristiques très importantes qui nous permettent de reconnaître qu'il s'agit de leishmania. Donc bien sûr, les zones arides ou secs, ou bien des régions montagneuses. En général, les régions où sévit à l'état endémique la leishmania. Voici quelques images. Donc, les éléments d'orientation. Donc, en général, comme on dit, le phlébotome, il est actif en été. Mais la leishmania a une période d'incubation entre 3 à 6 semaines. D'où les cas, ils apparaissent en général en automne. Donc, ça veut dire une saison après. Il siège au niveau des régions découvertes. C'est normal parce que le phlébotome, il a besoin de piquer le patient. Il ne va pas piquer à travers les vêtements. Et le phlébotome a des caractéristiques spéciales. Notamment, sa piqûre n'est pas prurigineuse, elle est indolore et il n'y a pas de signes généraux. À la différence des autres piqûres d'insectes. Les autres insectes peuvent donner des réactions locales, générales, etc. Et en plus de ça, en général, le patient, s'il traîne et il consulte chez différents médecins, il peut avoir un antibiotique banal dont notre leishmania va résister parce que la leishmanie, c'est une parasitose. Donc, si on réunit tous ces éléments, nous sommes très fortement orientés vers une infection à la leishmania, une leishmaniose cutanée, très probablement. En plus de ça, on va voir la lésion cutanée. Bien sûr, elle est polymorphe. Donc, ça cause un problème de diagnostic. Cette caractéristique polymorphe, ça veut dire que les diagnostics différentiels, il y en a plusieurs. Donc, comme on a dit, les aspects cliniques, ils sont très polymorphes. On peut avoir soit une lésion unique ou bien des lésions multiples. Siège essentiellement au niveau du visage, les membres supérieurs aux membres inférieurs, les régions découvertes. Il faut faire attention parce que dans des états épidémiques, on peut avoir une atteinte familiale ou de l'entourage. Et la forme clinique prédominante, c'est la forme papillonodulaire. Donc des nodules, voilà, papillonodulaire, ou bien ulcéronodulaire ou ulcérocrouteuse. Donc ça dépend surtout, encore une fois, si ça touche l'enfant ou l'adulte. L'adulte, il fait plus les formes ulcérées, alors que l'enfant, il fait la forme érythémateuse ou bien nodulaire, bourgeonnante. Voilà. Donc les leishmanioses cutanées, donc lésion unique papillonodulaire. Donc voilà, c'est érythémateuse avec une surélévation. Lésions multiples. Donc on a ulcéro-bourgeonnante, ulcéro-croûteuse, etc. Donc les lésions sont très polymorphes. Donc les formes croûteuses, végétantes. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'en général, si nous avons une lésion unique, ça se produit au niveau des régions endémiques. Alors que les lésions multiples, elles se trouvent au niveau des régions épidémiques. Et donc là, si un patient se présente plusieurs atteintes et les lésions cutanées, là, il faut suspecter une épidémie et démarrer une enquête pour essayer de diminuer la transmission de ce parasite. Ensuite, nous avons la forme sporotrichoïde, ça veut dire des lésions étagées. Étage. Ensuite, nous avons une forme spéciale,
c'est la leishmania récidivante. La leishmania récidivante, elle, forme elle a une forme papuleuse entourée d'une lésion ulcéro-croûteuse ou cicatricielle. Ça veut dire que au sein d'une lésion ancienne, il y a une greffe d'une deuxième lésion. C'est ce qu'on remarque ici. Alors, au dermoscope, on trouve un aspect assez spécial, notamment un aspect en larmes avec une croûte centrale. Regardez ici. Donc, c'est un érythème, hyperkératose, mais au dermoscope, au plus fort grossissement, un aspect en larmes radié. Regardez ici, et une croûte centrale. Des points blancs étoilés, donc on voit l'aspect en larmes, avec une croûte centrale. Et donc, ces deux aspects sont très évocateurs d'une leishmaniose cutanée. Il faut noter aussi que, au niveau du Maroc, récemment, on commence à voir une forme nouvelle de la leishmania. Précédemment, nous avions les deux grands types, la leishmania cutanée et la leishmania viscérale. La leishmania viscérale qui donnait surtout la splénomégalie, etc. L'ictère, donc Chikamel, c'était les caractéristiques de la leishmania viscérale. Par contre, maintenant, on est en train de voir une nouvelle forme qui existait normalement dans d'autres régions. C'est la leishmania cutanéo-muqueuse et qui touche aussi les muqueuses. Et donc, il faut faire attention parce que ça témoigne que nous sommes que c'est une forme qui est de plus en plus fréquente et voilà, elle a été transmise d'une autre région à la nôtre. Donc voilà, leishmania cutanée. Et surtout faire attention chez les diabétiques, elle peut faire des formes plus graves, plus ulcérées, plus bourgeonnantes et diffuses. Regardez ici. Bien sûr, comme on a dit, la leishmania, elle est très polymorphe. D'où le problème de diagnostic différentiel. Comme on a dit, une lésion ulcéro-bourgeonnante, ça peut être un carcinome épidermoïde. J'avoue qu'il dit le même aspect. Mais bien sûr, c'est la clinique qui va nous permettre de faire la différence. La clinique va nous permettre de faire la différence parce que le carcinome épidermoïde ou le spinocellulaire, alors, il y a des éléments en faveur, notamment l'âge avancé, les facteurs de risque, etc. Un nodule sarcoïdosique, un nodule sarcoïdosique, rappelez-vous, il touche surtout la partie inférieure du nez. Regardez, si il touche le nez, il reste la partie inférieure. Et s'il touche la partie inférieure, nous sommes en train de parler d'une atteinte spéciale. Si vous vous rappelez, la sarcoïdose, elle pouvait avoir des manifestations cutanées, notamment c'était l'érythème, le lupus périlleux. C'est la couleur violet, c'est un peu, c'est bhal. Le lupus, c'est un érythème en aile de papillon, mais qui est violet. Et donc, s'il touche la partie inférieure du nez, ça veut dire que la sarcoïdose, il développe pas, غتعطيك هذاك l'aile de papillon périlleux. Donc, l'aspect اللي كيكون le lupus, ولكن violet, au lieu d'être rouge. Et bien sûr, une atteinte pulmonaire ou la ganglionnaire. Parce que une atteinte trachéo-médiastinale est constituée 90% des cas ou des atteintes de la sarcoïdose. On a la chromomycose, c'est une infection fongique de la peau. Et donc, il y a une ulcéro-bourgeonnante. Et donc, le diagnostic il va être fait à l'examen, par exemple, parasitologique ou la mycologique, etc. Donc, pour confirmer le diagnostic, même si nous avons tous ces éléments d'orientation, la confirmation, elle reste biologique. Et donc, on a besoin d'un prélèvement parasitologique pour faire un examen direct. Donc, les prélèvements parasitologiques, il va se faire soit au niveau des sérosités, ou bien le grattage au fond d'une ulcération. Et donc, c'est les prélèvements. Ensuite, on va faire un examen direct, après coloration MGG, et on va aller voir les formes amastygotes à l'intérieur des macrophages, comme on a dit. Parce que c'était le cycle parasitaire. Le promastygote, il était au niveau des phlébotome, mais chez l'être humain, on va trouver les formes amastygotes. Par contre, si on fait la culture, on peut avoir les formes promastygotes. Si on fait la culture. Donc la forme leptospire libre. Et il y a des promastygotes. Je vais juste نرجع عليها derrière. Regardez ici. Leptospire. Elle est mobile, voilà. Donc voilà. Ou bien examen biologique et histologique d'une biopsie cutanée. Mise en évidence de la forme amastygote à l'intérieur des macrophages. Donc regardez des images. Donc sur le frottis sanguin, on voit à l'intérieur des macrophages, polylobés,
des petites cellules اللي بحال هكا. Donc ça veut dire que le macrophage, il est plein d'amastigotes à l'intérieur. Regardez ici d'autres images. Donc c'est un peu plus clair là. Regardez. Notre macrophage, il est rempli de leishmania. C'est bon? Donc maintenant que nous avons confirmé notre diagnostic, il faut traiter cette lésion. Mais pourquoi traiter? C'est quoi l'intérêt? En général, la leishmania, elle guérit spontanément. Elle ne fait pas de complications graves, en général. Mais le traitement, c'est quoi son intérêt? pour accélérer la guérison. Pour accélérer la guérison, pour améliorer la cicatrisation, Cicatrisation. très important. Et si on laisse évoluer spontanément, la cicatrice, elle va être grande. Et imagine avec moi, un enfant, un garçon ou une petite fille de 10 ans qui va avoir une grosse cicatrice au niveau du visage. Est-ce que vous pensez que le problème, il va juste rester dermatologique maintenant? Ça va devenir aussi un C'est problème psychologique. Voilà, très bien. Donc, c'est بحال- ah. Donc là, c'est d'où l'intérêt du traitement bien conduit pour essayer de diminuer cette cicatrice bien tolérer cette lésion. Donc, accélérer, améliorer la cicatrisation des lésions, impact psychosocial et stériliser le réservoir humain pour diminuer la transmission et impact sur la prévention. Donc, les moyens de traitement, c'est les dérivés de l'antimoine, comme la glucontine. Et donc, là, ça dépend du type de leishmania. Si on a une leishmania unique ou bien multiple. Et multiple, si les lésions sont inférieures à 5, on donne des injections. Si les lésions inférieures à 5. inférieur. Ah, des injections intralésionnelles, donc directement au niveau des lésions cutanées. Alors que si les lésions sont supérieures à 5, donc nous avons d'une voie générale. Donc c'est une injection intramusculaire à la posologie 20 mg par kilogramme par jour. Et donc le traitement, s'il est bien conduit, il est très efficace parce que la leishmania, il n'a pas vraiment de résistance. Et donc là, on va être capable de diminuer la cicatrice. Donc regardez ici. Regardez quelques exemples de traitements bien conduits dans l'enfant. Là, ça a bien cicatrisé. Et donc, ça a diminué cette lésion secondaire. Regardez cette lésion le, euh, ulcéro-croûteuse. Et après traitement, elle a presque totalement disparu. Surtout si on traite d'une manière précoce, il se peut que le patient, les formes érythémateuses pures, si on traite d'une manière précoce, il peut guérir sans séquelles. Donc voilà. Les autres alternatives, fluconazole, clarithromycine, auréomycine, topique, etc. On peut aussi traiter les cicatrices, même les lésions secondaires. On peut indiquer un traitement des cicatrices, notamment un traitement par laser. Ça peut diminuer la taille de la cicatrice THIA. Ça veut dire qu'on a terminé notre traitement contre leishmania, mais pour diminuer la taille de la cicatrice, comme le laser ou autre. Crème anti-cicatrisante, etc. Et bien sûr, il reste le volet de la prophylaxie. La prophylaxie est très importante parce que ça va diminuer l'incidence et la prévalence de cette atteinte. Et donc, comme on a dit, la prophylaxie, elle va se baser en agissant sur n'importe quelle étape de la transmission parasitaire, du réservoir jusqu'à l'être humain. C'est pour cela que le traitement bien conduit est aussi important, parce que ça peut diminuer la transmission de chez l'être humain, parce que lui aussi peut être le réservoir, rappelez-vous, sur la forme Tropica. Tropica était anthroponautique. Et donc, on va lutter contre le phlébotome, lutter contre les réservoirs. Le phlébotome, donc, nous allons dire des solutions répulsantes au niveau de la peau pour qu'il ne pique pas la peau. On peut porter des vêtements longs, donc ça peut cacher les mains, sortir le matin, mais chez le soir, etc. Le soir, c'est euh, on met les réservoirs, donc stériliser un réservoir épidémique, etc. Voilà. Lutter contre le phlébotome, ramassage des ordures ménagères, assainissement des égouts, l'hygiène, etc. C'est bon? Donc voilà. En guise de conclusion, la leishmaniose cutanée est une atteinte assez fréquente qui est un problème de santé publique.
Surtout son problème, ce n'est pas le pronostic vital, parce que c'est une lésion plutôt bénigne, mais c'est plutôt l'impact psychosociologique, psychosocial. Et donc, d'où l'intérêt d'être capable de la prendre en charge correctement, parce qu'on remarque que de nos jours, il y a un retard diagnostique. Les patients, ils traînent. Parce que, comme on a vu, la leishmania, elle a un aspect très polymorphe et qui est facilement être capable de nous tromper et de nous orienter vers autre chose. Donc, en général, devant une lésion des régions découvertes, non douloureuse, non prurigineuse, apparue en automne ou en hiver, résistante au traitement antibiotique, il faut commencer à suspecter la leishmania. Et donc, pour nous orienter vers la leishmania, on doit chercher les notions en faveur, notamment un séjour estival en zone endémique. Et après avoir eu tous les arguments en faveur, le diagnostic, il reste biologique, le diagnostic de confirmation. C'est bon? Donc voilà, on a terminé notre cours. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous souhaite bon courage.